Bienvenue à tous dans Kana en aparté, c'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve désormais chaque semaine, soit pour une demi-heure d'émission, ou soit pour la version longue de nos apartés, c'est simple, c'est en alternance, un coup l'un et un coup l'autre. Surtout, pensez à activer les notifications pour ne rien rater des mises en ligne, que ce soit sur vos applications podcast favorites ou sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un manga à la fois suite, dérivé, histoire originale. Difficile de se placer quand on a un père aussi célèbre. Oui, il est question du fils de Naruto, Boruto Uzumaki. Et oui, mais parce que c'est la flamme de la volonté qui est éternelle à la Konoha. Donc il faut en parler. Alors c'est parti pour une émission pleine de chakra et d'outils ninja. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Julie. Moi, je pense qu'il y a aussi un indice très fort à partir du tome 7-10 avec l'arrivée du personnage de Jigen. Parler de la stratégie de Shueisha sur Boruto qui est assez intéressante parce que justement on peut faire le parallèle avec Dragon Ball. Mais c'est vrai qu'entre les technologies et le fait qu'ils ont des skills beaucoup plus forts que leurs parents à la même époque alors que c'était censé être les génies. Pour nous éclairer aujourd'hui, celle qui est en charge de la venue l'été prochain de messieurs Kishimoto et Ikemoto, Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie, les choses avancent? Bien? Pas bien? Normalement? Salut à tous, écoutez, les choses avancent. Voilà, on ne recule pas, on avance vers c'est un bon début déjà avec vers les un Japonais. avenir radieux, vers un avenir radieux, un beau village de Konoha, tout va bien. Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Alors comme ça, en plus de tout ce que vous nous avez expliqué la dernière fois sur l'émission Sasuke Retsuden, il y a une histoire de ticket d'or. Salut tout le monde, exactement, une mécanique assez simple. Si vous avez vu Charlie et la chocolaterie, vous allez pouvoir acheter un tome de Boruto. Et du chocolat. Exactement, bon là il n'y aura pas de chocolat, vous allez juste pouvoir venir tout le week-end en fait à Paris, tout frais payé par Kana, hôtel, transport pour participer à toutes les activités des auteurs et avoir vos dédicaces. Et pour ça il suffit juste d'acheter le tome 20 de Boruto, donc le dernier tome de la première partie, édition spéciale avec une jaquette alternative qui sera exactement au même prix que le tome 20 classique, donc coût d'entrée 0. Et si vous avez la chance d'être parmi les 10 sélectionnés, vous pourrez monter le week-end du 24 août. Et donc le tome 20 sort le 14 juin et c'est tellement simple cette mécanique que vous retrouvez sur nos réseaux sociaux une FAQ qui explique tout, rassurez-vous, parce que y a plein de questions qui se posent quand même. Et il y a un site dédié. Et il y a un site en plus dédié. Et dans cette émission, nous ne parlerons que de 19 premiers tomes de Boruto. Attention, c'est très précis. Julie du podcast La 5e de Couve est également avec nous. Salut Julie. Salut. Et donc, est-ce qu'on doit encore présenter Boruto aujourd'hui? Est-ce que ça vaut le coup de faire le résumé? Est-ce que ça vaut le coup de le replacer ou... Ah bah oui, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais le projet Boruto, il avait déjà germé dans la tête de Masashi Kishimoto avant qu'il entame le dernier arc de la 4e grande guerre ninja dans sa série précédente. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage et sur cette série. Bon je résume Boruto alors. Boruto, c'est la suite des 19 premiers tomes. Non. C'est donc la suite de Naruto. On va attendre un petit peu avant de spoiler dans cette émission puisqu'on va, comme il y a 2 semaines, on va garder 10 petites minutes à peu près accessible pour tout le monde. Et puis, passé 10 minutes, on va pouvoir parler des 19 tomes un peu plus sérieusement quand même, parce qu'il y a des choses à dire. Boruto, c'est la suite de Naruto. C'est le fils du célèbre ninja qui lui est devenu Hokage. Premier spoiler. Boruto commence donc dans le récit un peu comme son père, en tant qu'apprenti ninja qui doit passer l'examen, mais c'est finalement pas là-dessus que le récit va s'arrêter, mais sur des menaces bien plus grandes, avec un Boruto qui se retrouve avec au creux de la main une sorte de pouvoir totalement inconnu. Et est-ce que ça va le mettre en danger, ou est-ce que ça va lui permettre de sauver sa famille, ou de sauver ses amis, ou de sauver Konoha, ou de sauver le monde des ninjas? Peut-être un petit peu tout ça à la fois. Et finalement, on est face à une sorte de changement de paradigme complet, ou on est dans une vraie continuité vis-à-vis de Naruto? Eh ben moi j'ai envie de te dire que déjà l'universitaire Yukari Fujimoto parlait de Naruto comme un conte hyper ninja, et là j'ai l'impression qu'on passe encore l'étape suivante, le conte hyper ninja quoi. Parce que franchement quand on se retrouve avec Boruto, on voit à quel point ce monde shinobi qu'on connaît maintenant à travers toute cette saga qui s'est quand même étalée sur plus de 15 ans a connu des changements de valeurs. Tout le monde que Naruto nous fait découvrir une fois devenu adulte n'est pas du tout celui qu'on a découvert quand lui avait 12 ans
et peut-être nous aussi 12 ans. Mais je pense qu'il y a toute une comment dire, dynamique de valeur du vieux monde contre valeur du nouveau monde, et que la difficulté du lecteur, c'est finalement d'apprendre à connaître ce nouveau monde, ce nouveau code, et en fait on se rend finalement compte assez vite que c'est des choses qui sont pas si éloignées de notre réalité. Et malgré tout, on a quand même les fameux ingrédients jumpesques. Ah évidemment, parce que je pense que on est quand même dans du shonen proposé par le Jump. Il y a une charte qui est désormais connue de beaucoup de lecteurs. Il faut de l'amitié, il faut de la bagarre, il faut des valeurs à protéger. Et je pense que en tout cas, on s'y retrouve. Mais comme je disais tout à l'heure, les valeurs de ce monde ninja ont l'air quand même perturbées, parce que on a connu Naruto qui mettait vraiment en avant, comment dire, la collectivité. C'était important de protéger le village, et on retrouve en fait des enfants qui sont finalement beaucoup plus autocentrés, qui ont grandi dans des cocons là où leurs parents ils se battaient comme des chiens, j'ai envie de dire, parce que ils étaient mis dans le bain très très vite. Et en fait c'est ça, c'est que on a affaire à une génération de jeunes adolescents qui pour l'instant n'ont connu que la paix, là où les générations précédentes étaient tout le temps en guerre. Mais là où t'as raison, et c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, c'est que c'est très proche de notre réalité. C'est qu'en fait Boruto, là où ça peut un peu nous choquer, et ce qui t'a peut-être un peu choqué Mathieu, c'est qu'en fait Boruto il a des skills qu'avait pas Naruto en fait, alors que Naruto c'était censé être le ninja, le plus puissant et tout ça. Puis c'est vrai que Boruto, au bout du tome 2-3, il combat un Otsutsuki direct. Alors oui, il a une marque à la main, mais c'est quand même assez fou. Et c'est vrai qu'ils sont tous hyper, à part Sarada qui veut devenir Hokage, donc a toujours ce truc dans le trio de début qui a un vrai but. Mais c'est vrai qu'entre les technologies et le fait qu'ils ont des skills beaucoup plus forts que leurs parents à la même époque, alors que c'était censé être les génies, c'est vrai que ça fait un peu un changement de génération où ah bon, déjà tu pars avec tout ça de base? Ouais, alors moi pour le monde de Boruto, j'ai pas été choqué tant que ça par l'arrivée de la technologie pour le changement de mentalité, parce qu'effectivement comme tu l'as dit Julie, déjà pour moi c'était vraiment c'est 20 ans après Naruto. Donc là tu parles à quand même des ados maintenant qui vivent en 2024, et donc effectivement surtout ce qui est technologie, métro, tout ça, c'est plus moderne en fait, et ça parlera plus à la jeunesse de maintenant. Là c'est juste d'un point de vue éditeur pour réussir à attirer le lecteur et le garder. Bon, ça me choque pas. Après, là où t'as aussi le changement de mentalité, temps de paix, temps de guerre. Effectivement, dans Naruto, tome 3, il va s'affronter contre Zabuza, Sasuke, il a 2 doigts de mourir, voilà. Forcément, ça traumatise ou ça forge. Là, concrètement, tous les Kage font coucou, tous les pays sont en paix, tout va bien, et Boruto, il joue aux jeux vidéo à la DS, quoi. Oui, c'est sûr que ça forge pas de la même manière, on va dire. Mais en tout cas, le point intéressant, c'est effectivement ces avancées technologiques qui sont présentées dès le début, et qui finalement sont pas si étranges effectivement pour nous, mais qui quand même nous renvoient à des questionnements de est-ce qu'on les utilise bien, à quoi ça sert, et il y a tout ce questionnement en arrière-plan sur la technologie et la science, qui est aussi finalement une question que nous on se pose au quotidien, puisque en faisant appel à des Otsutsuki, c'est vraiment assez dur à dire, on a quand même une espèce de triangle qui se forme entre la technologie, la science et la croyance, en fait, la croyance pure sur ce qui est la base de cet univers ninja, le chakra, d'où ça vient, comment ça se consomme, comment ça s'utilise. Et en fait, je trouve que effectivement Boruto a ce truc de nous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est acquis de base, quoi. C'est ça, parce que au début on voit Boruto arriver en tant qu'ancien lecteur de Naruto, on s'amuse, on fait mais qui s'est marié avec qui a eu quel enfant, ils ont quelle tête. C'est le principal intérêt de Boruto au début, clairement. Ouais, tout à fait. Même nous en tant que vieux lecteurs, tu dis non, je veux pas d'une suite, je veux quand même savoir à quoi il ressemble. Finalement tu penses t'arrêter là, et là on te propose quelque chose d'autre, et c'est ça qui est assez fou, avec un monde de Boruto qui s'oppose au monde de Naruto, comme les vieux face aux jeunes. Ouais. Et là déjà t'as quand même un questionnement sur la cible que j'ai longtemps eu. Alors moi j'ai pas lu Boruto dès que c'est sorti, donc vraiment j'étais dans le truc de Boruto, concrètement c'est pour le jeune de 10 ans de maintenant qui a pas grandi avec Naruto,
Oui, exactement. Moi, j'ai eu Naruto, j'ai eu les 72 tomes de Naruto. Maintenant, j'ai pas forcément envie de repartir dans une immense saga que j'ai potentiellement déjà lu. Donc, Boruto, c'est pour la nouvelle génération. Quand j'ai lu Boruto, le premier choc, entre guillemets, que j'ai eu, c'est que finalement, ça s'adresse presque plus aux fans de Naruto qui ont déjà lu Naruto que à une nouvelle génération qui pourrait commencer par Boruto et qui comprendrait, mais on n'a pas les explications de ninjutsu, genjutsu, taijutsu, qu'est-ce que c'est, enfin vraiment les bases qu'on a dans Naruto et qu'on nous explique. Ah là, on part tout de suite sur la technologie ninja qui est le nouvel ajout en fait de la série Boruto et on réexplique pas le Sharingan, on sait pas concrètement tout, voilà. Et ça en fait quand même toujours référence parce qu'on a toujours ces techniques qui sont présentes et si on n'a pas lu Naruto, on se retrouve un peu paumé quand même, je trouve assez rapidement. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont changé de magazine. Au début, il était dans le Weekly Shonen Jump, et puis ensuite, il est passé sur le V-Jump. Le V-Jump, c'est le magazine à grosse licence de Shueisha, c'est le Jump licence. C'est là où on retrouve donc Boruto aujourd'hui, avec la sortie de Two Blue Vortex également, qui va continuer dans ce magazine. Mais c'est là où on peut lire Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Heroes, Yu-Gi-Oh!, Dragon Quest, Digimon. Voilà, tous les mangas un peu cultes se retrouvent dans ce magazine aussi. Ouais, et en fait, alors, moi, je pense qu'il y a aussi un indice très fort qui arrive à partir du tome 7-10 avec l'arrivée du personnage de Jigen. Parce que Jigen, en japonais, ça veut dire aussi dimension. Ça peut être un prénom, mais ça veut dire dimension. Comme on passe d'une 2D à la 3D, c'est le fait que dès le tome 10, il affronte les anciens, donc qui sont quand même représentés par Naruto et Sasuke. Donc le combo un peu ultime de la précédente série, c'est aussi symboliquement de dire au lecteur, allez, on passe à autre chose, on passe dans une autre dimension. Mot qui se retrouve d'ailleurs dans les paroles de Kurama dans ce même tome, quoi. Mais surtout aussi, moi, ce que je dirais, c'est que effectivement, c'est au tome 7 avec l'arrivée de Kawaki, qui est quand même le personnage que Boruto met vraiment en scène et qui sera un peu, alors, l'alter ego, l'antagoniste, enfin, le némésis ou finalement le frère de Boruto. Je trouve, il est assez charismatique et on sort de la première, pour moi qui est un premier cycle de Naruto arc qui est très explicatif et un peu c'est du fan service comme tu disais Mathieu pour les fans de Naruto pour continuer un peu, voilà. Mais finalement il se passe pas grand chose, on a un petit peu du mal, on te met les bases, tu vois. Mais moi la technologie au début je croyais que c'était juste aller sur quelques chapitres, que ça allait pas durer, etc., que c'était juste un essai, alors qu'en vrai la technologie va prendre énormément de place dans tout Boruto, quoi. Non mais tout est relié, j'ai l'impression qu'il s'était réfléchi en tout cas cette forme. Alors de toute façon ils font pas ça non plus au hasard, hein. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment prévu dans cette vague là, avec une des premiers semi-arcs, on va dire, assez court, assez introductif, assez rythmé, pour arriver à quelque chose d'un peu plus fort. Mais comme dans énormément de mangas d'aventure, où t'as 6-8 tomes finalement qui c'est les tomes introductifs, mais là comme on parle d'une suite, en fait, je dis ça surtout pour dire ne vous arrêtez pas aux 5 premiers tomes ou 5-6 premiers tomes qui pourraient potentiellement dire oui c'est sympa, mais il est où le fil rouge, elle est où la grande aventure, il est où les palpitants et l'envie de manger le manga hyper vite. Il arrive en fait, c'est vraiment une mise en place qui est bonne, quoi. Mais c'est le cas dans Naruto aussi, t'as pas forcément le fil rouge, tu vois. Non, au début Zabuza, Naruto au tome 2-3 oui mais c'est pas un fil rouge, c'est un arc, tu vois. Après t'as pas tout de suite l'Akatsuki, le grand méchant, t'as ressenti ça au tout début? Non mais finalement c'est oui, tu vois, au début de Boruto tu parles tout de suite de l'examen ninja, t'as quand même pas mal de choses qui sont mises en place qui finalement te rappellent quand même le début de Naruto dans la construction, avant d'arriver vraiment vers l'arc principal. Et là vraiment tu ne vas parler plus que de ça, c'est de Mondokara, Kawaki, les Otsutsuki, etc. Et ben justement, on va en parler. Si vous n'avez pas lu les 19 premiers tomes, ou si vous êtes totalement allergique au spoil, je vous propose de retrouver le tome 20 de Boruto Naruto Next Generation, c'est le nom complet, hein, qui sort le 14 juin. C'est le dernier, ne ratez pas la sortie. Puis la suite, Boruto Two Blue Vortex, ça c'est pour le 23 août. Et puis ratez pas tout ce qui va se passer autour de cette série. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Pour les autres, vous pouvez rester avec nous. L'émission continue. Parlons du tome 7, parlons du tome 10, parlons de toute cette mutation numérique
Allons-y. Boruto est mort. Techniquement, bon. Ah oui, c'est vrai en plus. Mince. Ça, c'est un gros spoiler. Maintenant qu'on peut dire plein de choses, moi, je suis très contente. 19 premiers tomes, hein, attention. Oui, pas le 20, bien sûr. On ne fait pas le 20. En fait, je trouve que là où Kishimoto s'amusait à mettre des blagues dans les noms de ses personnages, il y a beaucoup plus de symboles qui sont mis dans les noms des personnages nouveaux, propres à la série Boruto. Parce que bon, on parle de Code, on parle de Bug, on parle de Daemon, on parle de Ada. En fait, c'est que des personnages qui ont des noms en relation avec l'informatique. Même Ada, en fait, c'est Ada Lovelace. C'est la première programmatrice informatique qui est mise en avant. Et en fait, je trouve qu'une fois que tu connais son pouvoir, une fois que tu comprends ses capacités, ça parle totalement de nous. On est subjugué par la technologie, le numérique. On est plongé dans nos téléphones à longueur de journée. Et j'avais pas compris ça incroyable. Du tout, en fait. Et écoute, le moment où je l'ai compris, ça m'a éclairé les yeux. Et moi, j'arrive vers le tome 15-16, je crois. Ouais, 15. Voilà, ouais. Exactement. Donc, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le vrai sens, enfin, le vrai sujet de la série. Plus tout ce que ça engendre, donc le conflit générationnel, puisque Sasuke et Naruto, ils en sont encore à écrire sur leur boulot et à les envoyer par Faucon Pèlerin. Bon, ça manque un petit peu de modernité. Alors que les enfants, leurs enfants, en tout cas, sont complètement happés par la vitesse, le fait d'échanger super vite, le fait d'avoir tous ces personnages qui leur proposent une autre façon de se positionner face au monde, d'où le changement de paradigme. Et changement de paradigme aussi parce que quelque part on tue le père avec la fin de Kurama. Ah là là, et je pense que... Le drame. Les pleurs, la tristesse. On pensait que ce serait les deux, en vrai, au début. Mais moi je pensais... que ça serait plus touchant, plus marqué. Oui. Parce qu'en fait, là encore, au niveau symbolique, je pense que c'est vraiment la fin d'une certaine spiritualité qui était très imprégnée dans Naruto. Parce qu'il y a énormément de références à des choses traditionnelles japonaises à travers les noms, à travers les noms des personnages, que ça soit Jiraiya, Orochimaru, Tsunade. Bon, ça, c'est que des personnages du folklore japonais. Et là, en fait, c'est Kurama qui prend toute cette charge sur lui, et quand le fait qu'il laisse la place, qu'il disparaisse comme ça, on te dit, en fait, la spiritualité, elle en prend un coup, arrivent des nouvelles croyances, des pouvoirs divins, le Shinjutsu, et il est, mis en concurrence avec une application technologique qui est donc utiliser des machines qui fonctionnent grâce au chakra. Donc il y a toute une espèce de réflexion sur la modernité, sur qu'est-ce qui fait la science, qu'est-ce qui fait la croyance, qui est pour moi, une fois que tu l'as vu, vraiment hyper intéressante. Enfin, je trouve ça passionnant. Tu l'avais vu, Mathieu ? C'est surtout que pour aller plus loin, ça tue. Effectivement, la mort de Kurama, puisqu'on peut spoiler, excusez-moi. C'est dur à dire, en fait. Ça met fin à la spiritualité, mais d'un autre côté, dans Boruto, finalement, tu creuses encore plus que ce qu'on a vu dans Naruto, l'essence même de la spiritualité de Naruto et les Otsutsuki. C'est-à-dire que justement, t'arrivais ta forme ultime de ton chakra, les nouvelles techniques. Ça, pour le coup, c'est vraiment le cœur en fait de la base de Naruto, parce que c'est le pouvoir, c'est le chakra, c'est ce qui fait tout. Et finalement, c'est dans Boruto que tu l'as le plus exploité, parce que c'est là où tu vois les nouveaux Otsutsuki, c'est là où tu vois le Otsutsuki originel qui est devenu le dieu de tous les univers, etc., etc. Et effectivement, tu as cette dualité avec la technologie où, d'un autre côté, tu te prends ça et tu fais waouh, mais en fait, du coup, ils sont invincibles parce qu'ils sont trop forts, ils ont le chakra. Et en fait, c'est tout de suite maîtrisé par des androïdes, robots, en fait, qui le maîtrisent et qui ont acquis le pouvoir. Donc, ouais, t'as vraiment cette espèce de... La technologie est là et elle a pris le pas, en fait, justement, sur le chakra et sur la religion, on va dire, de Naruto, qui est la Otsutsuki, chakra, la base, quoi. Mais moi, je me demande si... est-ce que c'est le message « place aux jeunes, c'est bon, évoluons » ou « ah non, c'était mieux avant » Un peu des deux, j'ai envie de te dire, parce que en fait, il laisse la place aux deux messages. Tu le vois avec le personnage du scientifique, je n'ai plus son prénom. Amado. Non, celui vraiment. Akatsuki. Akatsuki, ouais. Au début,
clairement il est présenté comme un méchant, parce qu'il arrive avec les outils ninja et c'est à cause de lui que Boruto rate. Et c'est comme ça en fait que Boruto apprend entre guillemets les anciennes valeurs de travail, effort. C'est comme ça en fait que je dois faire et c'est comme ça que je deviendrai un grand ninja. Mais d'un autre côté, quand même, quand le scientifique revient, il t'explique que non, l'outil ninja c'est pas un problème, c'est comment on l'utilise, qui l'utilise, et qu'à la fin ça va résoudre bien des choses. Et donc tu vois les prothèses, donc t'as ces deux mondes en fait qui s'affrontent et on te dit faut que les deux cohabitent, alors qu'on va être forcément après les conservateurs réfractaires qui vont dire que c'était mieux avant, et les autres qui vont dire avant c'était des nazes, maintenant on a des nouvelles façons de faire. Et ce que fait en fait Boruto au début, je vais pas m'embêter à faire 3 semaines d'entraînement, parce que lui il lui faut que 3 semaines pour apprendre une technique. Et tout va plus vite. Voilà, exactement. Alors que j'ai juste à mettre une super capsule dans mon poignet et je t'envoie un futon de la mort qui tue. Voilà, mais les deux, tu vois, finalement c'est toi qui choisis. J'ai l'impression pour le moment dans Boruto, t'en as pas un qui est plus mis en avant que l'autre, parce que Boruto est entre deux finalement, et lui qui est conservateur à la base parce qu'il s'est pris cette claque au début, il va peu à peu quand même découvrir les bienfaits des objets et de la technologie ninja, et il va pas les rejeter. Non, mais en fait, c'est un peu difficile de rebondir après toutes ces explications, mais parce que moi, je reviens à l'histoire des noms et de leur sens caché. Il y a une autre thématique que je trouve va prendre de l'ampleur au fur et à mesure, un peu plus loin même après, puisque il s'agit donc de la personne du scientifique renégat, c'est Amado, puisque son nom complet, c'est Amado Sanzu. Et en fait, Sanzu, c'est la rivière des enfers bouddhiques. Et quand on apprend ce qui le lie à certains cyborgs, à certains, quelle est sa mission cachée, on va dire, pour pas spoiler complètement, je trouve que la question de la mortalité et de la technologie et aussi une question très actuelle. Il y a des gens actuellement qui essayent de dépasser les limites de la mort en rajeunissant, en se faisant transformer, cryogéniser. Enfin, il y a toutes sortes de techniques qui sont en ce moment testées. Et en fait, ça me fait encore une fois dire mais Boruto, c'est une fable de notre époque. Et c'est surtout aussi l'immortalité avec les Otsutsuki qui finalement essaient à chaque fois de se remettre dans un autre corps pour pouvoir reprendre conscience et se rebooter et renouveler. Et effectivement, à chaque fois qu'ils renaissent, il y a des nouvelles capacités, il y a des nouveaux comme skills les et tout virus ça. Informatiques, ils font des espèces d'updates. D'ailleurs, ils se transmettent les données. Enfin, ils parlent pas de comme on parlerait d'un fichier ou de quelque chose d'informatique ou quoi que ce soit, c'est vraiment des données. Donc, technologie, numérique, chakra, on mélange tout ça, et je vous propose d'aller maintenant en aparté avec Alex Fouirou, ingénieure, éditrice scientifique et autrice de La génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park et les super-héros, et du livre L'astrobiologie expliquée par Godzilla, Star Trek et la pop culture. Bonjour Alex. Bonjour. Bienvenue dans Cana en aparté. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, dans l'univers inventé par Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto, serait plausible dans notre univers si jamais il y a vraiment quelque chose qui le soit ? Bon, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que les ramen sont plausibles. Si on en revient au régime principal de Naruto, ça, il n'y a pas de souci. On les connaît, on peut les manger dans notre univers aussi, et c'est aussi très bon. Pour revenir à des concepts un petit peu plus liés à la science et puis aux principes qui régissent l'univers de Naruto, on peut déjà dire un mot sur le ninjutsu. Alors, dans l'univers de Naruto, c'est quelque chose de très spécifique, basé sur une énergie, etc. Bon, dans notre monde réel, il faut savoir que ça existe. C'est un art martial qu'on peut pratiquer en club, même en France. Après, on lance pas des shurikens à 200 km. Essayer de marcher sur les murs, bon, en général, on fait 2 pas. Pareil, on n'escalade pas non plus. Ah oui, donc le chakra, marcher sur les parois, tout ça, on oublie. Oui, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais ça reste un art martial intéressant à pratiquer et qui aussi, en tout cas dans l'école où j'étais, insistait beaucoup sur l'amitié et l'entraide. Donc là, on retrouve aussi un principe du ninjutsu de Naruto. D'ailleurs, moi, je reviens sur le dernier ouvrage que vous avez édité, que vous avez rédigé, et qui porte sur l'astrobiologie. Et donc, vous me dites si je me trompe, mais c'est bien l'étude de la vie extraterrestre. Donc, qu'est-ce que vous pensez des Otsutsuki qui sont quand même des personnages phares de cette série ?
Oui. Alors oui, effectivement, l'astrobiologie, c'est l'étude, la recherche de traces de vie extraterrestre. Il y a toute une partie qui est extrêmement terre à terre et qui est la science en elle-même, qui est d'essayer de trouver comment on fait pour essayer de savoir si on est tout seul dans l'univers ou pas. C'est assez compliqué, puis pour l'instant on n'a pas la réponse. Je vous le dis tout de suite, spoiler. Désolé pour le spoiler. Et l'autre et un des paradoxes qui est très connu dans le domaine de l'astrobiologie, puis pour n'importe qui s'intéresse aux extraterrestres, c'est le fameux paradoxe de Fermi, qui dit il y a tellement de planètes dans l'univers, il y a tellement de choses possibles, comment ça se fait qu'on est tout seul? Où sont les aliens, en fait? La question, elle est là. Bon, apparemment, dans l'univers de Naruto, les aliens, ils se promènent par deux, ils essayent de pirater des planètes les unes après les autres. Et pour finir avec les Otsutsuki, ils ont aussi un autre aspect qui rejoint l'astrobiologie, c'est qu'ils ont fourni le chakra à l'univers de Naruto, puisqu'au départ, c'était aussi une Otsutsuki qui a lancé tout ça. Et ça fait partie aussi de certaines théories du développement de la vie sur Terre, et notamment des humains sur Terre. C'est est-ce qu'on aurait été aidé par des aliens pour développer notre civilisation, nos technologies? Et apparemment, dans l'univers de Naruto, ils ont en tout cas été aidés pour développer leur chakra. Bon, alors maintenant, je vais relire tout Naruto et tout Boruto avec ce regard-là. Un grand merci Alex Foyerou pour tout cet éclairage. Et donc on vous retrouve dans la génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park et les super-héros, et dans l'astrobiologie expliquée par Godzilla, Star Trek et la pop culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Revenons donc à nos lectures. Si on est fan de Boruto, qu'on a lu les 19 premiers tomes, on va d'abord lire le tome 20. Et puis qu'est-ce qu'on peut lire d'autre aujourd'hui? Alors le tome 20 donc, qui arrive dans quelques jours, le 14 juin. On peut évidemment relire tout Naruto, parce que c'est bien de connaître les bases du chakra et de savoir comment ça fonctionne et quelles sont les différentes techniques. Et tous les romans, et tous les caractères books, Sasuke Retsude. Et après, je vous parlais tout à l'heure d'une citation d'une spécialiste de la culture manga. Et en fait, j'ai trouvé ces références dans le livre Naruto, les arcanes de Konoha, qui est donc édité chez Pix and Love et qui a été écrit par Pauline Croquet. Et c'est une mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent à l'univers de Naruto et de Boruto. Il y a énormément d'informations sur la genèse des deux œuvres, comment est-ce que c'est devenu une série culte, mais je pense qu'à partir de 20 tomes, c'est déjà pas mal culte en fait, Boruto. Ouais, en fait, c'est clair. Et en dernier, moi je recommanderais quand même un peu de Dragon Ball. Ça c'est pour ceux qui en lisant Boruto se disent c'était quand même mieux avant la vie. Non, pas du tout, mais c'est aussi pour dire mais quel bel héritage on a, parce qu'il y a tellement de références. Tout à l'heure, c'est Mathieu qui évoquait les petites capsules ninja à mettre dans les machines, mais c'est les capsules de Capsule Corp. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est une référence, et il y a plein de références. D'ailleurs, dans le livre que je viens de vous citer, il y a clairement une citation de Kishimoto qui dit « Moi, je voulais que le fils de mon héros soit élevé par son rival ». Genre, comme un certain Piccolo Sangwan. Voilà, exactement. Et quand t'as dit le nom de Amado Senzu, moi j'avoue, j'ai pensé d'abord au haricot magique avant le club. Ah oui, c'est pas bête. Et par contre, c'est vrai que je profite du fait que tu parles de Dragon Ball dans les recos pour parler de la stratégie de Shueisha sur Boruto, qui est assez intéressante parce que justement, on peut faire le parallèle avec Dragon Ball. C'est-à-dire qu'ils avaient deux choix, notamment par rapport au dessin. C'était soit on était dans la continuité de Naruto et on faisait une série qui se rapprochait le plus de Naruto, et donc on prenait un auteur qui vraiment avait les traits de Kishimoto, comme en fait l'a fait Shueisha avec Dragon Ball sur Dragon Ball Super, où ils sont allés chercher Toyotaro parce que c'était un gars qui faisait des fans manga de Toriyama et qui faisait très bien le style Toriyama. Ou alors, on fait une rupture nette et on essaye vraiment de faire, il y a Boruto, la série qui existe par elle-même, et Naruto, qui est une série, qui est une autre mine d'or, qui a existé et qui est terminée. Et vraiment, t'as deux choix et qu'ont les deux leur avantage. Dans le premier cas, dans Dragon Ball Super, forcément, tu fais la transition très facilement entre Dragon Ball Super, et les fans s'y perdent pas. Alors que pour Boruto, nous, c'est ce qu'on a eu au début chez Kana. Le premier truc qui a été critiqué, c'est le dessin d'Ikemoto, parce que il s'y retrouvait pas par rapport à ce que faisait Kishimoto. Sauf que, in fine, les fans qui vont rester parce que le dessin est proche, de toute façon, tu vas toujours les perdre parce que c'est ce qui se passe avec Dragon Ball Super. Ils finissent par critiquer Toyotaro. Oui, dans les faits, c'est pas Toriyama. Quoi qu'il arrive, ça sera jamais Toriyama. Alors que dans le cas de Boruto, justement, quand tu veux vraiment différencier ta série, je trouve que c'est la meilleure stratégie. Tu vois une planche de Ikemoto maintenant, tu sais que c'est Boruto. Sachant que, en plus, Ikemoto, il a été repéré dès le départ
par Kishimoto. Dès 1997, il fait partie du trio d'assistants qui était là à la sortie du premier chapitre. Et en fait, Naruto, il le connaît effectivement très bien. Et en fait, Kishimoto a toujours poussé pour que Ikemoto reprenne sa série et la reprenne à sa façon, sans jamais, il lui a toujours dit, n'essaie pas de me copier, fais vraiment ton truc à toi, je te file les clés, tu t'occupes de la maison. Et je trouve que c'est déjà une super preuve de confiance. Et en fait, c'est dingue, hein. Le mec, il allait courir derrière le gars en lui disant, non, je veux celui-là pour qu'il soit mon assistant. Il a fait la même chose avec la première équipe de l'animé, hein. Il allait courir après des mecs qui voulaient absolument pour adapter son œuvre, avec un succès incroyable. Après, tu me dis qu'ils ont voulu différencier Naruto-Boruto. Le manga s'appelle quand même Boruto : Naruto Next Generation. Parce que t'es dans le même univers et commercialement, tu t'assois quand même sur forcément le socle de fans et t'as des attentes sur Boruto. Nous, concrètement, chez Kana, on ne peut pas mélanger les deux. On a vraiment une différenciation entre Boruto et Naruto. Typiquement, là, dans l'avenue des auteurs, officiellement, ils viennent pour Boruto. Ils viennent pas pour Naruto. Alors, après, évidemment, Kishimoto vient en France, donc nous, on négocie avec Shueisha pour leur dire Naruto quand même. Mais dans les faits, ils viennent pour la sortie de Naruto Blue Vortex. Quand on parle des ventes de Naruto, Boruto n'est pas dedans. C'est vraiment 2 séries séparées. Donc, faut vraiment... C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte parce que c'est la suite de Naruto, c'est le même univers. En fait, dans l'esprit de Shueisha, c'est 2 séries. Maintenant, concrètement, notre ballon historique de Naruto qu'on a à la Japan Expo, ça fait longtemps qu'en fait Shueisha, je pense, aurait aimé qu'on ait Boruto à la place parce que c'est la série actuelle et maintenant c'est la série, c'est Boruto, c'est plus Naruto. Ça va venir. On aura Boruto tout Blue Vortex. C'est ça, un jour ou l'autre. Revenons donc à Boruto. C'est quoi le sens des 19 premiers tomes? Est-ce qu'on arrive à avoir un message de Kishimoto à travers tout ça? Alors déjà, je pense que par rapport à Naruto, le message principal de Naruto était hyper clair, il était scandé et oui, il veut devenir Hokage, mais surtout c'était tu peux devenir ce que tu veux. Et surtout, tu vas être aimé, choyé et reconnu pour tes choix, pour avoir voulu être ce que tu veux être. Il y a vraiment tout du long ce constat-là, quels que soient les personnages, que ce soit Gaara, Sasuke, tu peux faire les pires conneries du monde, il y aura toujours quelqu'un pour être à tes côtés et t'accepter tel que tu es, etc. Et il y a un deuxième message, c'est parlez-vous. Aussi. Juste gardez pas les choses pour vous. Ah mais tu dois avoir lu les 72 tomes par exemple. C'est ça. Mais si votre pote il vous énerve, dites-lui. Dites-lui gentiment, mais dites-lui, vous verrez, comme ça vous finirez pas à vous battre. À monter des plans un peu compliqués, voilà, beaucoup d'années. Et j'avoue que le message de Boruto, pour l'instant, il est un petit peu nébuleux, on va dire, pour reprendre l'image du vortex. Ouais. Mais on va y venir petit à petit. Et surtout, c'est difficile parce que nous, tout autour de la table, on a lu déjà le tome 20 et on a même connaissance de la seconde partie de la série. Et c'est difficile de se retenir de pas... encore une fois, je pense que c'est une série effectivement qui va devenir une grande série parce que une fois que tu as lu les premières fois, une fois que tu relis la série, tu redécouvres des choses, tu redécouvres des sens, tu redécouvres des symboles, tu peux vraiment c'est foisonnant finalement. Là où peut-être les gens se sentaient un peu frustrés parce que peut-être ils étaient habitués à ce que Naruto soit très très expansif et là en fait c'est quand même très efficace. Il y a beaucoup de choses à dire et moi ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'ils reprennent malgré tout quelque chose qui a fait le succès de Naruto, c'est la fameuse structure en spirale. Enfin, je veux dire, on le sait, donc il y a ce fameux Uzumaki. Le Naruto, il passe son temps à faire le même chemin, mais en le décalant toujours un petit peu. Ça fait une spirale. Enfin, sur les 72 tomes, il fait un chemin qui va aller à ce qui va devenir sa vérité, le vrai sens de sa vie, quoi. Et là, on reprend la même chose. Sauf que, comment dire, pour l'instant, Boruto, il est qu'au début du voyage. Donc, il y a que des promesses et que des choses à découvrir pour nous en tant que lecteurs. Stéphanie, c'est quoi le moment marquant de la lecture que tu as eu dans Boruto, les moments que tu gardes en mémoire? Alors moi je voulais parler d'un truc sur Boruto plus qu'un d'un moment, c'est le charisme des personnages parce que je trouve que, alors on a tous dans Naruto nos personnages préférés, mais chez Boruto aussi il a vraiment réussi à créer un chara design à la fois qui est vraiment chouette et des fortes personnalités. Tu parlais tout à l'heure de Amado, en fait t'as envie de savoir ce scientifique. À un moment il est sympa, il est pas sympa, qu'est-ce qu'il a toute la vérité? Pas du tout. Ada qui arrive au tome 15, alors là elle change
tout te la donne et t'es là, ok, bon bah j'ai rien compris, c'est on les nouveaux recommence. personnages en fait. Les nouveaux personnages sont vraiment très très bien dans quoi, Boruto. parce qu'on a notre socle stable avec le trio Mizuki, c'est ça? Oui, le fils de Orochimaru. Mitsuki, pardon. Mitsuki, le fils de Orochimaru, Sarada, Boruto, ça c'est ok, c'est acquis, on revoit les anciens et tout, mais les nouveaux personnages, je reviens sur Kawaki, Jigen, même les méchants, ils ont une allure, ils ont un truc, c'est... La code. Mais c'est ça, ils ont tous quelque chose, je trouve, de spécifique où tu ne peux pas les oublier, et encore une fois, propre aussi un peu à Naruto, ils ont tous une histoire en fait. Enfin, c'est ça qui est hyper intéressant. Et mon moment préféré, c'est hyper dur. Tu m'avais demandé, réfléchis-y, Stéphanie. Et non mais c'est dur de choisir. C'est hyper dur de choisir, mais j'avoue, moi, l'arrivée de Ada, mais non mais c'est la fin de. Non. Le tome 20 dont on ne va pas parler. Le tome 20 dont on ne va pas parler. Bon, vous savez ce qui vous attend. Maintenant, il faut attendre le 14 juin pour avoir ce moment préféré. Bon, on vous en dit pas plus. Après, si vous avez lu les 19 tomes, vous savez que... Oui, ça part. Ouais. Ça va partir potentiellement en spirale. Ouais. Une grosse spirale, mais c'est surtout une grosse spirale de l'intensité des actions, des personnages. Enfin, moi, je trouve que c'est monté crescendo tout du long. Rebattu, en fait. On était vraiment centré sur. Moi, je trouve qu'on était. Parce que c'est une série qui commence sur un flashback. On a tendance à l'oublier, mais les deux premières pages... Je dis pas que, bien sûr, je dis pas que c'était pas prévu par les auteurs, je dis juste que vraiment dans la construction de la première partie, on a vraiment Kawaki qui débarque et on est très centré sur Boruto, Kawaki, Otsutsuki. En fait, et l'obsession de Kawaki. Quand même. Ada débarque et son pouvoir est tellement over the top que ça remet tout à plat en fait dans tout ce qu'on a vu pour le moment, et du coup ça réintroduit un peu les autres personnages qu'on avait laissés. Le fait que Sarada et la déléguée soient pas touchés par le pouvoir, ça veut dire que mine de rien quand même Sarada revient, parce que Sarada pendant pas mal de temps on la voit plus, elle a plus vraiment une utilité. L'équipe 7 de Mitsuki, Boruto, Sarada, concrètement c'est juste Boruto qui part tout seul détruire des Otsutsuki avec son Kama. Donc je trouve que vraiment le personnage est arrivé et a dit ok, à partir de maintenant c'est moi la boss, et tout le monde en fait a dû faire autour de Ada. Elle est devenue le personnage principal en fait de la série juste par son arrivée, et je trouvais ça super intéressant. Plus, Parce que n'oublions pas qu'est-ce que veut Ada? Une belle valeur, elle veut juste être amoureuse. Oui. Qu'est-ce que moi je voulais, c'était d'arriver enfin aux premières pages du tome 1. J'attendais que ça depuis le début et je savais qu'ils allaient y arriver. Je me rappelle même plus. Mais comment ils y arrivent? Allez-y, vous qui écoutez cette émission, reprenez le tome 1, regardez les premières pages, puis ensuite vous enchaînez sur le tome 20. Mais tu sais, c'est parce qu'en Asie, ils n'ont pas la même conception du temps. En fait, on a tendance à l'oublier parce qu'on vit dans un monde globalisé qui est vraiment mis en avant aussi dans cette série. Alors que finalement, il y a des cultures différentes, il y a des conceptions différentes, et la temporalité, c'est une conception différente en Occident où c'est plutôt linéaire, et en Asie où c'est complètement circulaire. Enfin, je veux dire, l'idée de la réincarnation, si c'est pas une conception circulaire du flux, pareil avec les yin et yang, je vous avais rebattu les oreilles avec ça la dernière fois, mais en fait, il y a cette espèce de cercle, mais là où, effectivement, Kishimoto et Ikimoto sont très forts, c'est qu'ils disent, on va pas faire un cercle parfait, on va faire une spirale, ça va être beaucoup plus intéressant. Et je trouve que c'est là où il y a encore du grain à moudre, il y a encore plein de choses à explorer. Et pour revenir à ce qu'on disait au tout début sur le changement de paradigme, moi, je dirais que finalement, le monde change, mais le monde change, la roue tourne, les choses avancent, mais les ninjas doivent rester fidèles à ce qu'ils croient être vrai. Et en fait, c'est un peu ça, j'ai l'impression, la direction qui commence à pointer pour notre ami Boruto. Ou la double direction en 2 spirales bleues. Oui. Qui donnerait donc Two Blue Vortex. La suite de Boruto, Naruto Next Generation. Le tome 20 de Boruto sort le 14 juin. C'est le dernier. Ne ratez pas la sortie. La suite, Boruto Two Blue Vortex. Ne le ratez pas du tout. Non, mais d'abord lisez la fin de Naruto. Oui, lisez la fin. Ça sert à rien. En fait, lisez tout pour arriver à Boruto. Tout on aurait adoré aussi dire quelques mots dessus, mais on n'a plus le temps. Mais voilà, ça c'est pour le 23 août. Puis ensuite, les auteurs viennent. 24 et 25 août, le lendemain. Alors, il faut avoir votre ticket or. C'est ça, ne ratez pas tout ce qui se passe autour de cette série avec l'avenir des auteurs. Ça va être complètement fou. Le programme arrive très rapidement. Comme cette émission va sortir fin mai, nous serons
les informations d'ici 10 jours. Donc restez connectés, vous saurez tout. En même temps, il y aura aussi la sortie du tome 2 de Sasuke Retsuden. Voilà, ça c'est dans le petit panier. Hop, une grosse année Naruto. C'est historique, mesdames et messieurs. Merci autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci à tous pour votre écoute. Et puis n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles. C'est toujours encourageant. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. Salut à tous. Ciao. Merci. Merci, au revoir. Vive Shikamaru.